Ces tapis sont ici depuis bien avant notre emménagement il y a 6 ans, et Mickey, le destructeur, les a abîmés à plusieurs endroits. Ils semblent aussi bien usés. Nous voulons le remplacer par un sol dur ici dans la salle à manger, ici dans le couloir et ici dans le bureau de ma femme. Nous voulions aussi un nouveau sol pour la buanderie, car il y a un fort décalage de carreaux et de nombreux dégâts. Mais comme d'habitude, rien n'est jamais simple dans cette maison. Ici, nous avons le plancher en bois d'origine des années 1930 et il s'étend jusqu'à peu près ici où nous avons du béton. Du béton mal posé, je dois ajouter. Vous pouvez voir qu'il y a une grosse bosse ici. On sent plein de bosses et d'irrégularités. Un autre point haut se trouve ici, près de cette porte, et le revêtement de sol choisi exige une surface très plane. Donc une préparation est nécessaire. J'ai trouvé pas mal de lames de plancher qui n'étaient pas fixées, alors j'ai pris quelques vis pour les maintenir en place. Malheureusement, quelques jours plus tard, nous avons trouvé ça. J'ai dû toucher un tuyau. Au fait, j'ai roulé sur des tuyaux après ça. Heureusement, nous attendions déjà la visite de notre plombier pour un autre problème. Et il a réparé ça pour nous. Mais ce n'était pas un très bon début et il y aura d'autres problèmes à venir. Donc, à cet endroit ici, si je pose ce niveau, j'ai un écart d'environ 7 mm. Ici, nous avons beaucoup de dalles en vinyle, et au moins, c'est bien plat. Elles étaient très bien collées et il aurait fallu trop de temps pour les enlever. Heureusement, elles ne faisaient que 1 à 1,5 mm d'épaisseur, donc je vais les laisser. Mais cette zone ici est terrible. On dirait que quelqu'un a versé une couche très épaisse d'autonivelant dessus, et si je mets le niveau ici, on a des écarts de 12, 13, 14 mm, ce qui va vraiment poser problème. Mais on dirait qu'une grande partie de tout ça va s'enlever très facilement. De toute évidence, la personne qui a posé ça n'a pas appliqué le primaire approprié. Ce sont des dalles carrées de 9 pouces du Norfolk et, en tant que récupérateur, tout me pousse à les déterrer pour les réutiliser plus tard, puis couler une dalle de béton à leur place. Mais après avoir pesé le pour et le contre, cela ne semble tout simplement pas raisonnable de faire ça. Elles sont solides et agréables, bien que pas parfaitement plates, donc je les laisse en place. Les points hauts sont maintenant ces 2 arêtes de béton de chaque côté des carreaux, et j'ai acheté quelque chose qui, j'espère, rendra le travail de nivellement beaucoup plus facile et moins salissant. Ceci est un disque de meulage pour béton et ceci est un carter anti-poussière. J'ai été très agréablement surpris par ça. Il a traversé le béton rapidement et a parfaitement contenu la poussière. Parfois, un peu de poussière s'est levée sur une surface irrégulière, mais je pense qu'il a capté 99% de la poussière. Et la grosse bosse d'avant est maintenant bien plate. Je vais enlever tous les morceaux fissurés et détachés. Mon plan était d'abaisser les points hauts, mais aussi de rehausser les zones basses du sol, car je dois tout aplanir à moins de 3 mm sur une distance de 2 mètres. Comme la protection de cet appareil est assez grande, je n'ai pas pu m'approcher des plaintes, alors j'ai utilisé la perceuse Special Direct System pour buriner les bords et j'ai oublié d'enregistrer ça. Le béton ici était très vieux et friable. Après avoir retiré les morceaux détachés, il reste de grandes cavités à combler. J'utilise du styrène butadiène caoutchouc pour que l'ancien béton n'absorbe pas l'humidité du nouveau, avec un mélange d'une part de ciment, de sable et 3 de gravier. Travail terminé, ou du moins c'est ce que je croyais. Plus tard, j'ai trouvé des empreintes de Hazel. J'ai lissé puis attendu 2 ou 3 jours que ça sèche.
En attendant, je pouvais déjà surélever le sol ailleurs avec un peu de ce contreplaqué de 5,5 mm. Je vais utiliser des vis de 20 mm pour éviter d'atteindre d'autres tuyaux. Je veux que toutes les vis soient espacées de 200 mm maximum dans chaque direction. Comme ça, tout sera très solide, sans aucune déformation. En posant la deuxième plaque, j'ai remarqué que la dalle de béton dans le coin n'était pas non plus au niveau du plancher en bois. J'ai donc fini par découper toute cette zone et il faudra aussi la mettre à niveau plus tard. Comme vous le voyez, c'est n'importe quoi partout. J'utilise la chute de contreplaqué précédente pour débuter la rangée suivante, ce qui décale les jonctions et renforce la structure. Et j'ai fabriqué une nouvelle planche de sol pour remplacer celle qui avait été trempée en faisant très attention en vissant ces vis. Et j'ai laissé un espace de 2 mm entre chaque plaque pour l'expansion et la contraction, même si je ne suis pas convaincu que ce soit nécessaire. Le sol étant relevé, il me restait encore un peu de meulage à faire ici. Il y avait aussi une troisième dalle de béton douteuse dans ce coin, nécessitant une nouvelle découpe et du nivellement. Une fois la dernière plaque de contreplaqué posée, j'ai vu qu'il restait quelques points hauts ici. Ajouter du contreplaqué au sol a vraiment amélioré la sensation sous les pieds. Voici l'après que j'ai acheté pour le ragréage autolissant, mais avant de l'utiliser, je dois boucher tous les interstices avec du vieux silicone ou du mastic que je peux trouver. L'après doit être dilué pour les surfaces poreuses et utilisé pur pour les surfaces non poreuses. Et c'est essentiellement comme une peinture mais avec du sable très fin dedans. Je ne suis pas sûr que ces carreaux soient vraiment non poreux, donc je vais simplement appliquer 2 couches de ce produit dilué. Je prépare mon ragréage autolissant. 4 litres d'eau pour un sac, choisi car il s'applique de 1 à 10 mm d'épaisseur. Le sol ayant de nombreuses variations, cela me paraissait adapté, mais j'ignorais combien d'essais seraient nécessaires. Et je n'avais utilisé du ragréage autolissant que quelques fois auparavant, et j'ai toujours trouvé ça assez difficile à manipuler. Une taloche crantée n'est pas idéale pour ça, mais c'est tout ce que j'ai. Beaucoup de gens utilisent des rouleaux à pointe pour l'étaler et faire éclater les bulles d'air, mais je n'allais pas en acheter un juste pour un seul travail. Vous verrez qu'il reste quelques grumeaux dans mon mélange, peu importe combien de temps je l'ai mélangé. Je ne crains pas de salir le contreplaqué, une éponge humide nettoie facilement. Tout devrait être sec maintenant, voyons comment nous nous en sommes sortis. Celui-ci a l'air plutôt bien et plat, même s'il y a une petite bosse ici. Le contreplaqué a peut-être absorbé un peu du composé. Celui-ci a l'air bien dans la plupart des zones, mais il y a un creux ici et encore une bosse par ici. Il y a aussi un assez grand creux par ici. Et sur celui-ci, malheureusement, j'ai encore un espace ici, mais plutôt que d'ajouter du matériau, je pense que je vais devoir en enlever ici en haut. Et avec ce premier seau d'enduit, j'ai aussi réussi à aplanir certaines des zones vraiment creuses ici. On poursuit avec un après plus dilué pour la seconde couche. Mais avant de faire ça, je dois régler la quantité de fléchissement qu'il y a sur le bord de ce contreplaqué. Donc je vais utiliser du silicone et des cales en plastique. Avant que cette couche ne soit complètement sèche, j'ai décidé de combler certaines des zones creuses. Et maintenant, j'utilise une éponge humide, juste pour essayer d'estomper les bords. Alors, comment avons-nous fait?
J'ai mon niveau de 1,8 m ici et une cale de 3 mm, et si je peux la glisser n'importe où dessous, on a un problème. Maintenant, il me suffit de déplacer ça et de répéter l'opération. Il y a un creux ici. J'ai utilisé un marqueur pour surligner les creux, qui étaient nombreux. Et c'est parti pour le 4e tour. Tout se passait bien jusqu'à l'arrivée de Vicky. Mickey! Mais ce n'était toujours pas assez plat. Alors, finalement, 5e tentative. Et cette fois, c'est plat. Oh, merci mon Dieu. Vous verrez ici que j'ai dû penser un peu juste pour que le contreplaqué soit au même niveau que l'enduit. 1 minute, c'était trop bas, la suivante, c'était trop haut. C'est pareil ici aussi. J'ai appliqué du styrène butadiène caoutchouc dilué ici pour éviter que la poussière ne se propage lors de la préparation du sol. À ce stade, je ne m'attendais pas à découvrir d'autres surprises, mais je me trompais complètement. Je vous en reparlerai plus tard. Bon, je pense qu'on est enfin prêt à poser le revêtement de sol maintenant, et voici ce que nous avons choisi. Il s'agit d'un composite pierre-plastique ou composite pierre-plastique. Il y a de nombreux sols durs, bois massif, contre-collé, stratifié, luxury vinyle teal ou dalles vinyle de luxe, comme celles installées dans notre cuisine. Mais quels sont les avantages et les inconvénients du composite pierre-plastique? C'est le plus durable, totalement imperméable, facile à installer grâce à son système d'emboîtement, et il gère mieux les sous-planchers de mauvaise qualité, ce qui est un atout dans cette maison. Il a aussi une couche d'1 mm de sous-couche intégrée, ce que je trouve fantastique. Il est un peu plus dur et plus cher que les alternatives. C'est un produit haut de gamme au rendu et touché premium. Et je vais ouvrir plusieurs paquets et les mélanger au cas où il y aurait des variations de couleurs, ce qui est toujours une bonne idée pour les projets de revêtement de sol. Je veux être totalement honnête et dire qu'au début, je n'ai pas trouvé que poser ce matériau était facile. Je recommande d'essayer, car les lames se démontent et se réutilisent facilement une fois que vous savez les assembler. Les instructions d'installation fournies sont complètes et bien expliquées. Mais il y a clairement un coup de main à prendre pour poser ce matériau. Mon principal problème était de refermer les espaces entre les lames. Une fois que vous en avez assemblé quelques-unes, vous essayez de refermer les espaces à une extrémité, mais l'autre extrémité se soulève. Voyez, maintenant cette extrémité est sortie. Alors vous retournez à l'autre extrémité et la même chose se produit à nouveau de ce côté-là. Pour être honnête, c'était assez frustrant, mais en fait, ça s'améliore une fois qu'il y a suffisamment de lames assemblées correctement. Ce sont vraiment les 3 ou 4 premières rangées au début qui posent problème ici. Quelques astuces qui m'ont aidé. D'abord, utiliser des cales rigides contre la plainte. J'ai en fait utilisé des chutes du revêtement de sol lui-même. Même si le fabricant conseille des joints de 8 à 10 mm, j'ai choisi de les réduire ici pour plusieurs raisons. Cet espace reçoit peu de lumière naturelle. Il est donc peu probable qu'il se dilate autant qu'une pièce avec de grandes fenêtres. C'est aussi le plein été en ce moment, donc j'étais confiant qu'environ 5 mm devrait suffire. Ensuite, j'ai même installé un niveau laser pour garantir une ligne parfaitement droite. Malheureusement, je n'ai pas filmé cela car, à ce moment-là, j'étais un peu stressé de voir pourquoi je trouvais une tâche aussi simple, aussi difficile. Mais évidemment, si vous plaquez les planches contre un mur qui n'est pas parfaitement droit, ce qui est honnêtement le cas de la plupart des murs, les planches ne seront pas non plus parfaitement alignées. Troisièmement, les irrégularités du sol poseront aussi des problèmes similaires. Quatrièmement, procurez-vous des outils pour poser le sol, comme un tire-lame et une cale de frappe. Pensant pouvoir m'en passer, j'ai évité d'acheter ces outils et utilisé du contreplaqué comme cale de frappe, puis un autre morceau avec une pièce de laiton vissée pour fabriquer un tire-lame, ce qui a très bien fonctionné. En résumé, la façon dont ces lames s'emboîtent est ingénieuse et fonctionne bien une fois que A. Vous comprenez comment cela marche, B. Vous avez les bons outils et C. Vos lignes sont droites et votre sol est suffisamment plat. J'ai commencé par faire toutes mes coupes transversales à la scie à onglet et les coupes en longueur à la scie sur table, pensant que ce serait la méthode la plus rapide et ça fonctionne bien, mais plus tard dans le projet, je me suis rendu compte qu'à cause du temps passé à aller et venir entre ces outils dans le jardin, dans la plupart des cas, il était bien plus rapide d'utiliser simplement un couteau pour couper la couche supérieure et casser, ce qui est en fait beaucoup plus facile que je ne le pensais.
Quand je suis arrivé au chambranle, j'ai utilisé un morceau du revêtement de sol pour faire une découpe avec l'outil multifonction afin de pouvoir glisser les lames proprement en dessous tout en laissant un joint de dilatation. Je n'arrive pas vraiment à croire que je vais dire ça, mais nous venons de découvrir autre chose. Je crois que c'est la moitié de la cheminée d'origine, donc elle a probablement près de 100 ans. Bien sûr, ce n'est pas au même niveau que le reste du sol, mais ce serait criminel d'arracher ça, ou de couler une chape dessus, donc je dois réfléchir à la suite. Bon, donc ma femme veut le garder, ça va être amusant. J'ai essayé d'enlever ces bandes à tapis avec précaution sans rien abîmer, mais en y regardant de plus près, il y avait pas mal de carreaux endommagés, alors j'ai finalement convaincu ma femme qu'il vaudrait mieux recouvrir tout ça. Je veux quand même préserver ça, donc ici je vérifie la taille de l'espace à combler pour caler tout ça, et tout ce que je vais faire, c'est utiliser du carton pour rehausser le niveau. Je suis sûr que le fabricant ne recommanderait pas ça, mais c'était la meilleure idée que j'ai trouvée pour le protéger. Au bout du couloir, il y avait beaucoup d'angles à gérer, et aucun d'entre eux n'était à 45 degrés. Et j'ai acheté quelques-uns de ces seuils en chêne qui n'étaient pas parfaitement assortis à la couleur du sol, mais ils correspondront aux moulures que j'ajouterai plus tard. Revenons à la buanderie. Même si le sol est plat, poser le nouveau revêtement directement sur les carreaux risquerait de faire apparaître les joints, ce qui me paraît improbable. Cependant, je préfère bien faire le travail dès le départ, alors je vais préparer le sol avec le même apprêt qu'auparavant, mais sans le diluer. Je l'avais déjà testé sur une zone et ça adhérait très bien. Nous avons ce puits de tapis d'entrée que j'aime bien. Donc, j'ai ajouté des chutes de contreplaqué pour empêcher tout ragréage de couler ici, et j'ai utilisé de la colle chaude pour boucher les éventuels espaces. Et puis encore du ragréage. Je pense que j'ai utilisé 2 sacs pour cette pièce. Ensuite, encore du revêtement de sol composite pierre plastique, mais cette fois en chêne foncé. Et cette fois, je me sentais plus confiant quant à l'aspect général. Je n'ai pas trouvé de paillasson à la bonne taille, alors j'en ai pris un plus grand que je peux découper pour l'adapter. Vous m'avez vu enlever quelques plaintes tout à l'heure, mais pas toutes, et c'est parce que je sais que les plaintes d'origine sont difficiles à retirer et que les enlever abîment vraiment les murs. Donc, dans ces zones, je vais fabriquer des moulures en chêne à partir de ces lames de parquet en chêne récupérées. Tim. On peut acheter des moulures similaires, mais celles en pin n'auraient pas convenu à ce sol, et celles en chêne sont trop chères pour une grande surface. Les fabriquer était donc évident et cela n'a pas pris beaucoup de temps.
Je vais ajouter de petits morceaux de retour aux extrémités pour un aspect plus fini. J'ai acheté des cache-tuyaux en chaîne qui vont masquer la plupart des espaces ici, et une fois que la moulure est installée derrière le radiateur, ça rendait plutôt propre. Pour ce seuil ici, j'ai acheté une pièce en polychlorure de vinyle pour couvrir l'espace. J'ai essayé d'éviter de mettre de l'adhésif sur les lames de plancher ici, car je ne veux pas limiter leur mouvement. Le travail était simple avec de la colle de fixation et des pointes de calibre 18, sauf pour les ongles complexes à couper précisément. Je n'ai pas de rapporteur, mais j'ai une fausse équerre et un niveau électronique pour déterminer les angles. Celui-ci fait 46 dixièmes degrés, donc je règle la scie à angler à un peu plus de 20 degrés pour couper les pièces à assembler. Et je peux aussi remettre en place les plaintes que j'ai enlevées. Dans la buanderie, j'ai surtout utilisé des objets récupérés de l'atelier, comme ce morceau d'architrave. Les moulures que j'ai fabriquées plus tôt peuvent être teintées plus foncées pour mieux s'accorder avec le sol. J'ai nettoyé un vieux profilé en L en aluminium avec de la laine d'acier, puis l'ai utilisé pour habiller le bas du puits de pied. L'adhésif OB, un semblable au CT, en adhère très bien à presque toutes les surfaces, ce qui devrait suffire à le maintenir en place. J'ai ensuite utilisé du silicone noir autour du bas des placards de la cuisine. C'était vraiment un travail de pose de sol infernal et ce n'est pas parfait. Je vais vous montrer quelques problèmes dans un instant, mais le sol composite pierre plastique est installé depuis près de 4 semaines. C'est vraiment facile à garder propre et ça semble très résistant, ce qui est une bonne chose avec 2 animaux de compagnie et un tout petit. Avec un sol flottant dans un espace étroit comme celui-ci, on peut sentir un très léger mouvement sous les pieds. Chaque jour, cet espace ici semble réapparaître, donc je continue d'enlever le seuil et de le remettre en place en le bougeant. Peut-être que ce n'est pas le bon type de seuil et qu'il ne maintient pas le sol assez fermement. Ou peut-être que le sous-plancher ici n'est toujours pas assez plat. Je ne suis pas sûr, mais la prochaine fois, je mettrai simplement un peu de superglue dessous pour éviter que cela ne se reproduise. Il y a aussi un autre espace ici que je n'avais pas vu lors de l'installation. Je ne peux plus faire grand-chose, donc je vais juste le combler avec un bâton de cire de réparation. Et oui, je pense que ça a l'air un peu mieux. J'ai aussi coupé une planche trop courte en pensant que la moulure la cacherait, mais non. Donc je vais mettre un peu de cire ici. Ça a vraiment bien marché. J'ai aussi vu cet espace ici après la pose du sol. En tentant de le refermer avec la barre de traction, l'extrémité de la planche s'est cassée. Je vais juste combler et faire comme si de rien n'était. Celui-là n'est pas top. Honnêtement, je n'aime pas non plus l'aspect du silicone noir. J'aurais dû prendre un silicone marron foncé, mais je pensais que ça irait. Honnêtement, je n'ai pas aimé ce projet. C'était répétitif, ennuyeux et un peu éprouvant pour mon corps vieillissant. Mais nous sommes contents que ce soit terminé. Merci d'avoir regardé.